Alors, y a-t-il des questions? Il y a l'habitude des débats contradictoires de fin d'intervention. On vous remercie docteur pour votre intervention. Donc, vous nous avez plongé dans tout un monde. C'est un monde très passionnant. Donc, c'est dommage que la salle est un peu vide. C'est vraiment dommage parce que cette conférence, je ne vois pas d'autre spécialité qui est la plus concernée par ce genre de conférence. C'est là qu'on remarque que l'étudiant est vraiment, comment dire, démissionnaire. Mais je pense que la solution, c'est de les contraindre à assister parce que c'est-à-dire, si on laisse faire, c'est pas normal. Donc, il faut soit le noter, soit les forcer à assister parce que c'est les plus concernés. Et croyez-moi, c'est une personne extrêmement occupée. C'est-à-dire, on a bousculé extrêmement son agenda pour le faire venir. C'est-à-dire, dommage qu'on n'en profite pas, sachant que des étudiants de droit pourraient être criminologues, pourraient être gendarmes, policiers, magistrats, avocats. Donc ça les concerne directement. Et croyez-moi, en 12 ans de carrière dans les services de sécurité, réellement je n'ai pas vu de cas pareils. C'est-à-dire, réellement en Algérie, on n'attache pas une grande importance à ces aspects. C'est-à-dire, c'est montrer ou voir des choses que le commun des mortels ou une personne non initiée ne pourra jamais voir. Donc je vous remercie également, mon ami et mon frère, Laurent, pour toutes ces explications. Donc à vous si vous avez des questions. Le micro ne fonctionne pas en régie. Non, ça ne marche pas. Non, c'est votre voix qui porte, c'est très différent. Montez. Donc, effectivement, la salle est vide, mais il faut savoir aussi que normalement, effectivement, on est dans une université et tout, le premier appelé à être présent ici, c'est l'étudiant, c'est l'étudiante, c'est l'enseignant, c'est le chercheur. Mais en même temps, c'est un sujet qui touche vraiment à un point méconnu encore ici en droit algérien, même dans la pratique. Ah, je suis avocat, il y a un confrère aussi qui est Maître Moussasseb, docteur Moussasseb, et même, c'est-à-dire que cet aspect-là de la criminologie, elle est complètement inexistante en Algérie, il faut l'avouer. Hein. Moi, ma modeste expérience dans les affaires délictuelles ou criminelles, souvent on ne voit pas, même s'il y a une expertise psychiatrique, même s'il y a une expertise rarement, alors j'insiste très bien, rarement psychologique, parce qu'il y a une grande différence entre la psychologie et la psychiatrie, mais généralement, quand il y a une expertise psychiatrique, on n'est pas comment dire, pointu sur les détails. Le psychiatre, à la fin, résume en une phrase, est-ce que l'accusé ou l'inculpé, est-il responsable pénalement ou pas? L'expertise se résume à ça. Mais ce genre de science nous aide, je pense, à comprendre, à mieux comprendre. Parce que là, si on suit votre conférence, au début, c'était un crime crapuleux, odieux, méprisable, pour quelqu'un qui est, pour les âmes sensibles, impossible à regarder. Donc on ne comprenait pas. Vous nous avez emmené, plongé, hein, personnellement, dans l'affaire, et à la fin, je ne sais pas si
mes collègues ont remarqué, mais c'est comme si vous aviez plaidé ces circonstances atténuantes. Et même, mais c'est ça, moi j'ai bien suivi, vous avez plaidé des circonstances, vous nous avez montré c'est quoi le profil de ce criminel, entre guillemets et tout. Donc c'est un travail assez important finalement qui nous aide à comprendre pour mieux juger et d'expliquer avant de condamner. Donc c'est vraiment un point essentiel dans le fonctionnement du système judiciaire. Absolument. Moi, je pense. C'est extrêmement formidable d'avoir ce genre de conférence ici à Béjaïa. Malheureusement, ça n'a pas été vraiment la communication. Moi, sincèrement, je n'ai aucune relation. Enfin, je ne suis pas chercheur ou étudiant. Je suis avocat, je travaille. C'est-à-dire que la seule info, je l'ai eue sur Facebook. On va y essayer une conférence. Donc, il y a un manque de communication peut-être. Il y a un manque de communication. Donc ma question, maintenant, la question, est-ce que finalement ce genre de science, tout en sachant que ce n'est pas une science exacte, on est bien d'accord, est-ce que finalement, quand on fait ce genre de profilage, est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi, on ne prend pas le risque d'orienter? Imaginez que vous êtes devant un groupe d'enquêteurs, d'inspecteurs, voilà, et finalement le criminologue, avec ce genre d'éléments, maintenant, quand c'est une affaire qui est encore floue, qu'il n'y a aucun élément, finalement, est-ce qu'on ne se fie pas à 100% à l'appréciation du criminologue qui pourrait peut-être nous orienter vers une fausse piste et perdre 10 ans d'enquête, ou peut-être brouiller les pistes, peut-être pas c'est lui l'auteur? C'est la question. Merci. Alors, avant de répondre à votre question, je veux dire que, pour moi, la salle n'est pas vide. D'abord parce qu'elle n'est réellement pas vide. Ensuite, parce que ceux qui sont restés, en tout ou partie, ont été nécessairement impactés et retiendront sans doute un certain nombre de choses, malgré tout. Et il y a l'expression bien connue aussi, souvent ce sont les meilleurs qui restent. Donc, je ne doute pas que certains professionnels ou étudiants qui étaient plus motivés ou plus intéressés par cela sont naturellement amenés à rester. Et mon objectif n'est pas d'industrialiser la conférence, mais bien au contraire de sensibiliser pour une première fois. Mais je reviendrai. Je reviendrai pour une conférence, j'espère, avec plus de communication. Je reviendrai même pour le barreau s'il organisait quelque chose avec grande joie, ou la justice avec grande joie. Je reviendrai même, nous l'avons déjà acté avec M. Amir Nadir, pour le Croissant Rouge pour un certain nombre de formations. Mais je ne cache pas le fait que j'ai toujours aimé les projets innovants, les projets où je trouve particulièrement injuste ou inégal d'avoir une telle avancée de la criminologie moderne dans certains pays, dans certains lieux, et que, vous l'avez rappelé, il n'y a quasiment rien en Algérie. Et ça, c'est totalement anormal quand on est, en tout cas, le serviteur, à sa place, de la manifestation de la vérité, ou de la défense des parties en question, ou du policier qui essaye de faire avancer son enquête de manière sérieuse. Donc, j'ai le souhait de créer tout institut, toute école, toute délocalisation aussi de l'institut en Algérie pour ceux qui en y verraient la fructueuse avancée. Maintenant, pour répondre à la question, elle est passionnante pour moi. Pourquoi? Parce que, je vais partir un petit peu loin, mais je vais revenir, vous inquiétez pas. Pendant longtemps, on m'a dit, mais pourquoi Laurent, tu n'es pas commissaire de police? Pourquoi tu n'es pas policier? J'ai répondu, parce que je me serais sans doute beaucoup ennuyé dans un bureau à ne pas faire grand-chose, ou être très cadré par une hiérarchie, alors que j'ai le besoin exponentiel de découvrir et d'explorer la science, qui en plus, comme la criminologie l'a très bien montré, est pluridisciplinaire, et donc voilà, il me fallait absolument cette plateforme intellectuelle et professionnelle pour pouvoir agir. Or, votre remarque est de dire, vous avez plaidé en quelque sorte les circonstances atténuantes de ce jeune homme.
Derrière cette remarque, d'abord, j'y vois un peu plus de vérité. Parce que si on n'avait pas plaidé les circonstances atténuantes, on serait passé à côté d'une partie de la dimension réelle de ce personnage. Voilà, déjà je le vois comme ça. Donc après qu'on soit magistrat, policier, avocat, et qu'on essaie de restituer par son travail, à sa place, plus de choses que si on ne l'avait pas fait, je crois en tout cas avoir montré aujourd'hui que le criminologue, il a toute son utilité pour aller chercher des éléments supplémentaires ou complémentaires à ce que font les autres. Et que s'il y a des circonstances atténuantes dans certains cas, il peut aussi y avoir des circonstances aggravantes dans d'autres, et que je ne suis pas parti, mais plutôt scientifique, amenant des éléments supplémentaires. Et de ce point de vue-là, je trouve que je suis plutôt à ma place, expert ou expert judiciaire, travaillant en lien avec la police ou la justice pour leur donner des plus de compréhension, d'analyse, d'évaluation, etc., etc. Néanmoins, on m'a souvent dit que tu aurais dû être avocat, Laurent. Pourquoi? Parce que j'ai la verve, le côté un peu théâtral, le côté défenseur de la cause juste, et que c'est complètement anormal quand même de passer à côté de choses aussi essentielles. Et c'est vrai que c'est passionnant. Un homme de prétoire, je l'aurais été, mais alors avec joie, brio, sans doute, ce genre de choses. Oui, c'est vrai, vous avez bien senti cette histoire-là. Et on ne me le dit pas souvent en conférence. Maintenant, je ne pense pas que je serai avocat dans les années à venir, mais par contre, votre question finale, essentielle, est: n'y a-t-il pas un risque d'orientation en faisant ce type de travail vers une erreur judiciaire ou vers une mauvaise finalité? Alors, c'est rappeler que le profilage, en particulier, et la criminologie d'investigation en général, n'est qu'un outil complémentaire. Je crois l'avoir dit, il y a un policier qui travaille avec ses méthodes classiques d'investigation, il commence par ça, et puis s'il voit que ça n'est pas vraiment utile ou suffisant, il va recourir à d'autres formes d'expertise ou d'expérience. Mais cette expérience ne peut pas être exclusive, elle est complémentaire. Elle va être confrontée, et je l'ai dit, je crois, immédiatement en entrée de jeu, comme ça. Donc, méthode classique d'investigation, expertise en criminologie, ça va faire ça. Et donc, quand vient le monsieur, là, le suspect qu'on a en tête de liste désormais, qui se présente de lui-même, exceptionnellement à la porte de la scène du crime, on a un profil, c'est vrai, qui colle immédiatement ou très fortement à ce que j'ai pu vous dire. On ne peut que penser à lui comme premier suspect. Mais ce premier suspect ne peut pas être le seul suspect. Ce premier suspect ne peut pas être celui qu'on devra condamner immédiatement. Ce premier suspect ne sera même pas celui qui retiendra toute l'attention des enquêteurs en excluant toutes les autres hypothèses. Tout ça pour dire que on va vérifier pour lui de la même manière son alibi. On va vérifier les traces et indices d'un point de vue matériel, puisqu'il y a eu confrontation, lutte physique entre l'auteur et sa victime. On va donc se renseigner sur qui était-il, je dirais, dans ses antécédents, pour faire lien, comme on le fait classiquement dans ses antécédents judiciaires ou psychologiques, avec notre affaire, si c'est compatible ou pas. On va donc faire un travail classique d'investigation, mais en partant de cette priorité de suspect. En quoi j'aurais mal influencé? J'ai juste fait gagner un peu de temps aux enquêteurs qui commencent par lui. Je vais sans doute, si je ne me suis pas trompé, mais ça on va vite le savoir avec les méthodes classiques d'investigation justement, si ce profil bien compris, bien pertinent, eh bien pourra nous aider justement à connaître les causes, les motivations, la personnalité, et donc va nous aider lors des interrogatoires. Va nous restituer des choses très intéressantes au moment des aveux, s'il fait des aveux. Correspondant, pas correspondant, compatible, pas compatible. De dire aussi que si le profil victimologique correspond bien à celui qu'on croit, alors nous devons approfondir, comme dans n'importe quelle méthode classique d'investigation, le profil de la victime, pour ensuite le confronter aux éléments de profilage. Bref, on comprend rapidement qu'il y a bien deux approches qui vont se croiser, mais que l'une ne fonctionnera pas sans l'autre. Et c'est la force de la cohérence, c'est la force de la convergence, c'est la force des éléments matériels joints aux éléments psychocriminologiques patents qui feront que nous serons sans doute beaucoup plus proches de la vérité. Et je y vois enfin
une manière, mais monumentale, d'intérêt de cette criminologie d'investigation, de cette psychologie criminelle ou de ce profilage, lorsque nous n'avons pas d'éléments matériels. Il y a plein d'affaires dans lesquelles vous n'avez pas d'éléments matériels. La méthode classique d'investigation ne donne rien. Alors, commençons déjà par ça, en fait. Moi, je dis souvent, là où il y a des pays où il y a peu de développement criminologique, ou même les pratiques policières plus classiques que celles-ci, mais qu'est-ce que vous avez à risquer pour vous montrer l'utilité que ça a de partir d'affaires non résolues et on applique la criminologie? De partir d'affaires peut-être en cours ou qui ont été un peu délaissées, dont on se pose des questions, on ne sait pas trop, ou même on a l'impression que c'est un peu fabriqué, mais on y confronte, on y associe la criminologie. Qu'est-ce qu'on a à y perdre? Et après, quand on a montré peut-être l'utilité une fois, 2 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, eh bien on ira peut-être sur une habitude un peu plus forte de cet expert, on va l'appeler comme ça, qui travaillera de manière plus présente, plus immédiate, plus concertée avec les enquêteurs au cours de l'enquête, ou même avec l'avocat, parce que nous avons beaucoup de criminologues qui travaillent avec des avocats justement parce que des affaires ont été manquées. Je prends un exemple, actuellement on fait l'affaire Mera en France. Hein, on apprécie la complicité éventuelle, au sens juridique français, de Abdelkader, le grand frère, sur son petit frère Mohamed, décédé, comme vous le savez. A-t-il été le mentor idéologique? A-t-il été celui qui a été complice mental, en quelque sorte? Sauf que le complice mental, il n'y a pas de base juridique en droit français. C'est ça le problème. Une infraction, je rappelle, en droit pénal, je finis, c'est un élément légal, un élément matériel, un élément intentionnel. Donc si vous n'avez pas d'élément matériel, si on n'arrive pas à prouver, en particulier dans cette affaire, qu'Abdelkader s'est associé concrètement, factuellement, dans une association de malfaiteurs à commettre ces attentats, c'est fini pour Abdelkader, vous ne pourrez rien prouver. Sauf que le criminologue, lui, il raisonne un peu plus psychologie criminelle. Et il se dit, raisonnons autrement. On ne peut pas peut-être prouver directement l'élément matériel, mais on va augmenter le curseur de l'élément intentionnel. Et on va surtout se dire que, par exemple, en matière de secte, on a bien des complicités mortales où il y a des liens entre le commanditaire et l'exécutant. On a bien des liens qui existent entre un gourou et des disciples. On a bien des éléments idéologiques de complicité ou même de décision principale, hein, où on commande, on a le donneur d'ordre exécutant mental. Pourquoi ferait-on alors une différence entre une secte, Daesh, radicalisation salafiste, ou donneur d'ordre mental? Pensons aussi de ce point de vue-là aux femmes bien connues, de ce point de vue-là, statistiquement parlant, entendons-le bien, à appeler un petit ami, un frère, un tiers, un futur amant, pour tuer le mari, ou en tout cas la personne qu'elle ne veut plus voir. Et ce ne sera pas elle, la plupart du temps, qui fera le sale boulot, ce sera la personne qu'elle aura convaincue de passer un acte. Ça, c'est de la psychologie criminelle. Voilà. Oui? D'autres questions? J'écoute. Merci à vous. Merci infiniment.
il y a trois approches majeures. Il y a l'approche typologique, l'approche psychologique, ou psychiatrique, ou psy donc, et puis l'approche empirique. Je m'explique. D'abord, approche typologique. Nous avons un manuel de classification du crime du FBI. C'est un exemple parmi tant d'autres. On pourrait parler aussi du manuel diagnostic statistique, le DSM-4, DSM-5, sur les troubles de la personnalité, du comportement plus psychiatrique. Mais en gros, c'est pour classer des types de comportements ou de crimes à raison de leur mobile, les armes utilisées, les circonstances, le scénario, plein de paramètres de ce genre. Dans le manuel de classification du crime du FBI, vous avez tous les types d'homicides, et tous les types de terrorisme, et tous les types donc d'atteinte à la sûreté de l'État qui ne seraient pas aussi du terrorisme. Prenons un exemple simple. Nous avons actuellement en France des voitures qui brûlent, soit de cadres professionnels appartenant à l'État, soit carrément des gendarmes, et on sait que c'est pas Daesh qui est derrière, c'est pas du terrorisme au sens en tout cas islamiste ou radical salafiste. Pourquoi? Parce que Daesh a une typologie d'attentats qui relève des recommandations de son maître idéologique, dont on taira le nom parce qu'il n'a aucun intérêt d'être relevé ici. C'est un peu comme dans l'affaire du procès Mera, on dira, je ne vais pas prononcer son mot parce que je risque de souiller ma bouche, mais on va dire tout simplement que ce maître idéologique chez Daesh a donné des recommandations sur le mode opératoire à effectuer pour commettre ces attentats. Si l'attentat répond à ces critères, alors nous sommes plutôt dans la typologie, les classifications de Daesh. Si on s'en prend à des biens matériels, une voiture, appartenant non pas à des représentants de l'État qui sont visés strictement par la recommandation de Daesh pour avoir participé de près ou de loin à la riposte militaire contre Daesh, où qu'elle soit, c'est-à-dire des gendarmes civils et des cadres de la fonction publique qui n'ont aucun rapport avec des actions militaires contre Daesh. Si on y rajoute, troisièmement, enfin, que le mode opératoire n'est pas explosif, n'est même pas un attentat au couteau, n'est même pas une voiture bélier, n'est pas ce qu'on connaît habituellement, mais une simple mise à feu, comme on le ferait dans les violences urbaines dont je parlais d'entrée de jeu de jeunes qui se révoltent contre la société, eh bien, on rajouterait de critère en critère un certain nombre de distinctions qui permettraient de bien séparer les choses d'un attentat strictement terroriste, d'un attentat de défiance contre l'autorité. Je vais l'appeler plutôt comme ça. Ici, des ultra-gauches ou des ultra-droites, c'est-à-dire radicalisés plutôt pour des raisons politiques ou sociales, de révolte extrémiste contre les autorités en place. Comme on a des néo-nazis qui s'en prennent à certaines autres catégories de la population, ou des ultra-gauches qui ne veulent pas arriver, des personnes qui développent la droite au pouvoir, c'est-à-dire l'économie, la défense fiscale, militaire, la sécurité, etc., qui auraient aimé qu'on s'intéresse plutôt aux classes sociales, aux classes ouvrières, à la défense des pauvres, et qui donc veulent marquer vraiment leur différence en disant « Tu vois, t'as une voiture, moi j'en ai pas, je te la brûle. Toi, t'as une voiture, moi j'en ai pas, je te la brûle. » Parce que tu es pour moi la représentation de la richesse que je n'ai pas. Ultra-gauche. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'attentat terroriste? Donc ça, c'est la première possibilité chez le criminologue, mais aussi le sociologue, de faire des études statistiques qui mettront en évidence, par exemple, les différents types de crimes, de délinquance, de violence algérienne. Est-ce que ça existe? Non. Il faut le faire. Parce que sinon, justement, on peut se tromper de cible, on peut se tromper de profil, on peut se tromper de tout, à force d'effectivement mélanger sans critères de distinction. Deuxièmement, donc, il y a les critères psy. On en revient à la signature. Non, celui qui a commis l'attentat à Las Vegas n'appartenait pas à Daesh, n'était pas un soldat de Daesh, n'avait rien à voir avec les signatures de Daesh.
La signature, je l'ai dit, c'est ce qui n'était pas nécessaire de faire pour commettre son crime. C'était suffisamment spécifique pour en devenir unique à la version Daesh. Et c'était donc suffisamment étrange ou pathologique pour qu'on ne le comprenne pas tout de suite et qu'on a ensuite un décodeur, un mode d'emploi, comme veut nous le faire revendiquer Daesh en son temps. Autrement dit, je vais faire encore plus simple dans l'exemple. Quand vous aviez Al-Qaïda, il fallait qu'il y ait 3, 4, 5 attentats en même temps. C'était faisait partie de leur signature, une synchronisation de plusieurs attentats en même temps. Deuxièmement, il fallait que ça soit d'une certaine ampleur. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas imaginer un attentat d'Al-Qaïda où on prend un type isolé qui arrive avec un couteau et qui tente de tuer 1 ou 2 ou 3 personnes, même une sentinelle. Ça n'a pas de sens. Al-Qaïda n'aurait jamais fait ça. Parce qu'ils veulent que ça touche d'abord les structures représentatives de l'État dans des lieux symboliques. Genre le World Trade Center, mais si on prend Al-Qaïda en Espagne il n'y a pas si longtemps, de prendre une vraie gare où on va faire exploser, mais là on va y avoir plusieurs dizaines ou centaines de morts, pour qu'on puisse comprendre qu'on a frappé au cœur d'une mégapole, d'une ville, d'une capitale, et dans ces infrastructures majeures, le rail, le train, avec des milliers de passagers tous les jours qui y passent. C'est ce genre de choses qui signent Al-Qaïda en son temps, par exemple. Ben là, Daesh, on sait que c'est une diversité de terrorisme low cost, comme on dit. C'est-à-dire, tout est bon à prendre, du petit attentat, entre guillemets, au couteau intervenant par n'importe qui s'inspire de Daesh, jusqu'à l'attentat en série de type Bataclan, mais Bataclan, attention, dont on verra très clairement qu'il y a une idéologie islamiste derrière. On entendra le Allahu Akbar, forcément quand il y aura l'attentat qui va arriver. On va prendre des lieux qui sont totalement opposés, juifs, ou représentations détestables selon eux des mécréants. Voilà, c'est un lieu représentatif des mécréants. C'est même pas une représentation de l'État. Ce sont des mécréants ou ceux qui viennent nous tuer sur notre territoire. Bon. Et puis chez Daesh, il y a beaucoup de comment pourrait-on dire, faire le maximum de victimes avec peu de choses. En fait, c'est pas le lieu qui est important, c'est plutôt le moment et l'autonomie. Voilà, j'allais dire, c'est ça, c'est l'autonomisation, on pourrait dire, de n'importe qui isolé d'une cellule dormante même, sans rapport hiérarchique avec une organisation de type Al-Qaïda notamment, eh bien, pourrait prendre, comme à Nice en France, son camion et commettre quand même 83 ou 84 victimes de mémoire à l'occasion du 14 juillet à Nice. Bon, et donc ça, c'est Al-Qaïda ne ferait pas ça. Al-Qaïda, je rappelle, c'est un affilié qui a commis allégeance à l'organisation d'Al-Qaïda, c'est ce que l'on vit actuellement au Kenya, c'est ce qu'on vit actuellement en Somalie. C'est ce qu'on vit actuellement, voilà. C'est pas Daesh qui est derrière ce genre de choses. Il faut toujours frapper 2, 3, 4 fois de manière bien synchronisée ou quasiment synchronisée dans des lieux de représentation de l'État et pour occasionner le maximum de victimes par explosif. Souvent des voitures PG ou des kamikazes, parce qu'en tout cas ils ont pas mal d'explosifs sur eux. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu des kamikazes avec Daesh. En France ou en Europe en tout cas. Voilà, donc il y a une signature. Puis le troisième élément de réponse, c'est empirique. Oui, à force de revendiquer à tout cri, à tout crin des attentats, Daesh a fait l'erreur de revendiquer l'attentat de Las Vegas. Ça montre le désespoir de la cause presque, c'est-à-dire qu'à force d'être reclus et décimé au plan opérationnel militaire en Syrie et en Irak, on en vient presque à se dire j'ai plus la capacité logistique de lancer ma propagande, de lancer vraiment des gens faire des attentats en Europe, même si ça va revenir de manière sporadique évidemment, mais c'est plus du tout la même force de frappe qu'avant. On est délogé sur place, donc on va devoir se reconstruire de manière transitionnelle ailleurs. Et en attendant, c'est du low cost, et c'est des petites choses de temps en temps qui vont arriver, ok. Mais s'il y a un type comme ça, et on ne sait pas pourquoi finalement, il prend son Kalachnikov avec toute série de mitraillettes, de munitions, et il tire sur la foule d'un concert, on ne sait pas pourquoi, et c'est justement ce qui va amener Daesh à se lancer dans le gouffre de l'inconnu en
profitant de l'occasion pour faire croire que c'est eux. Eh ben non. De manière empirique, factuelle, unique en son genre depuis longtemps, Daesh a revendiqué un attentat qu'un soldat de Daesh n'aurait jamais commis comme ça. Ce n'est ni la signature statistique, enfin, ni la typologie, première façon de distinguer, ni la signature connue de Daesh. Et troisièmement, on voit bien que c'est de manière très factuelle, extrêmement différent de ce à quoi ils nous ont habitués, et qu'au bout du compte, après recherche de qui était cet homme, pourquoi il l'a fait et comment il l'a fait, on n'en sait rien encore. On n'en sait rien encore. Et puis, il y a un élément très important que je dois vous dire, c'est Daesh aime être au contact. Tout ce qui est sniper, tout ce qui est tireur d'élite, tout ce qui est frappé à des centaines de mètres, c'est pas du tout eux. Pas du tout eux. Voilà en tout cas un début de réponse. Mais voyez l'intérêt, c'est là où je ne comprendrai jamais les États ou même les visions collectives. Hein. Si vous voulez défendre votre population, vous devez multiplier les occasions de faire de la criminologie de terrain. Et d'associer dans ces... au moins avoir des chiffres algériens, des statistiques algériennes, des phénomènes et des stratégies voilà, d'intervention algérienne. C'est comme en matière de catastrophes naturelles. On n'est pas assez coordonné, c'est évident, on n'est pas assez mobilisateur de la population et de la formation sur plein de domaines. On fait du chirurgical. Bah, il est grand temps de démocratiser tout ça pour que chacun intervienne à sa place. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est bon, donc on peut s'arrêter ici. Et toute une dernière question. Oui, mademoiselle. Oui, avec joie. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour cette conférence que vous nous avez offerte. Merci. Je tenais à vous poser une question sur l'affaire précédente que vous nous avez exposée. Est-ce que vous avez songé, ne serait-ce qu'une once de seconde, à un éventuel usage de psychologie inversée du criminel en question? Qu'est-ce que vous appelez exactement psychologie inversée? C'est-à-dire poser des fausses preuves pour fausser les pistes et vous mener à un résultat. Lui-même aurait laissé donc des éléments pour brouiller les pistes. Voilà, pour perturber les pistes et vous mener à un faux coupable. Ou... Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est la grande différence entre la signature criminelle et le maquillage de la scène du crime. On en revient à la remarque de monsieur, c'est-à-dire chaque comportement a ses caractéristiques. On ne peut pas confondre, si on est un criminologue sérieux connaissant ses critères, brouiller les pistes, signer ce que l'on veut faire. Je vais commencer simplement les choses en vous disant, celui qui veut signer ce qu'il a fait, l'expose de manière évidente, sans vouloir faire croire justement à autre chose, c'est tout le contraire. Brouiller les pistes, ça veut dire entraîner l'enquêteur dans une autre version des faits. Maquiller, ça veut dire travestir la réalité pour dévoyer les enquêteurs sur quelque chose qui n'a pas eu lieu. Or, la signature, c'est tout le contraire. Je ne veux pas faire croire à autre chose, je vous montre au contraire, tout de suite, de manière visible et visante, que ce que j'ai envie de faire, c'est ça. Ce qui est important de faire pour moi, c'est ça. Ce qui prend sens aussi pour moi, qui me caractérise, c'est ça. Et donc, il y a une finalité très différente qui ne peut pas prendre la même forme pour la bonne et simple raison que celui qui veut brouiller les pistes
va ajouter au scénario criminel, deuxième temps de réponse, des choses qui ne se sont pas passées. C'est-à-dire qu'il veut rajouter des éléments pour faire croire à autre chose. Par exemple, vous avez tué une personne parce que c'était tout simplement votre femme ou votre homme, vous ne supportez plus, et puis vous voulez toucher l'héritage, et donc vous le tuez, et puis ensuite vous faites croire à un cambriolage qui est mal tourné, vous faites croire à un suicide, vous faites croire à un accident, vous faites croire à ce que vous voulez, mais en tout cas, après avoir tué la personne telle que vous vouliez le faire, vous allez brouiller les pistes en donnant des éléments qui sont tout le contraire de ce qui s'est passé. Parce que bien sûr, le maquilleur veut entraîner la police dans un scénario radicalement opposé pour se déresponsabiliser, se déculpabiliser soi-même et ne pas être en confrontation directe avec ce que j'ai fait. Donc, c'est ça le problème avec le brouillage des pistes, c'est qu'on aurait eu des indices qui auraient été radicalement opposés à la version première. Exemple, j'ai tué la personne parce qu'il y a un facteur personnel, il m'entraîne sur un scénario matériel de vol. Le contraire. J'ai essayé de faire ça simplement, par un coup de feu dans la tête, en l'égorgeant peut-être même, a été dans son sommeil, j'ai frappé un grand coup sur sa tête et puis c'est terminé. Et là, je vais au contraire, alors que c'est discret, qu'il n'y a pas d'arme du crime, que c'est pas sanglant, si ce n'est effectivement ce que j'ai dit, je vais aller sur le terrain d'un fou qui s'est acharné de manière sauvage ou qui prend une dimension sexuelle ou pathologique qui n'a strictement rien à voir avec mon scénario de départ. Ou, dernier élément de réponse, je l'ai fait pour des raisons strictement personnelles, c'est-à-dire liées à la vengeance, par exemple, ou pour l'argent, je veux toucher l'héritage, et pourtant, je vais la déshabiller, je vais la mettre dans une position sexuelle, je vais, mais sans jamais non plus prouver, démontrer l'agression sexuelle d'une manière ou d'une autre. Donc, je vais sur le terrain sexuel, là où il n'y a qu'une raison purement personnelle liée à l'intimité ou aux sentiments éprouvés. Bref, tout le contraire, encore une fois. Je vous garantis que sur une scène de crime, ça se voit. Là, on n'a pas du tout ça. On l'a tué, certes, avec un certain acharnement, mais toute la mise en scène qui est juste après n'est justement pas une mise en scène au sens d'un scénario imaginaire. C'est exposé, ce n'est pas contraire à ce qui s'est passé, mais bien une dimension fantasmatique liée à l'obsession-compulsion qu'on connaît bien dans ses caractéristiques communes et qui est extrêmement différente dans la typologie, dans la signature, dans l'empirisme, pour reprendre mon triptyque de tout à l'heure. Voilà. Mais c'est clair qu'il n'y a que les scènes de crime et l'analyse récurrente de cette scène de crime qui, avec des critères bien employés, permettrait de faire la différence. Beaucoup d'enquêteurs, d'avocats, de magistrats, avec tout le respect que j'ai, et même moi, criminologue il y a 20 ans, serait sans doute passé à côté. Merci beaucoup. Il faut se pratique. Oui ? Je t'en prie. Bien. C'est vrai. Avec joie. Avec joie. Bien sûr.
je vous ai dit oui tout à l'heure, mais je préciserai quand même cela. Vous avez, évidemment, quand on parle d'une profession codifiée, des conditions requises pour parvenir à cette profession. Évidemment, vu le domaine, qui est assez à la fois complexe, pluridisciplinaire, touchant à de multiples professions au passage, et touchant quand même à des domaines sensibles, hein, la sécurité, le renseignement, les scènes de crime, tout ce qui est médico-judiciaire par exemple, il me paraît tout à fait logique, et sans doute nécessaire même de ce point de vue-là, que nous ayons des gens qui aient au moins un deuxième cycle universitaire, c'est-à-dire un niveau maîtrise ou master, comme un avocat donc, comme ceux qui démarrent les concours, qui veulent être commissaire, des choses comme ça. En criminologie, puisqu'on veut être criminologue, donc on fait un cursus plein et entier que sur ça, pas une option dans un cursus de droit, pas une option dans une option de médecine, hein, c'est autre chose. Et puis, on va forcément avoir une validation par ses pairs, comme on est avocat, comme on est, etc., dans une épreuve, en tout cas, qui attestera que vous faites bien partie de ce que la profession reconnaît. Bon, puisqu'il n'y a pas ça en Algérie, mais il n'y a pas ça non plus en France aussi, hein, je vous le dis tout de suite. Beaucoup de criminologues restent, en dehors de ce cadre-là, spécialistes, experts, consultants, formateurs, analystes, évaluateurs, même aidants, écoutants. On parlait des premiers secours psychologiques au Croissant Rouge ces derniers temps. Tous ceux qui font de l'aide et de l'écoute, tous ceux qui sont au Croissant Rouge et qui pourtant, bien que bénévoles, ont un rôle d'utilité sociale ou d'utilité publique évident, peuvent être criminologues aidants, criminologues écoutants, criminologues associatifs, criminologues bénévoles, sans aucun problème. Dès lors qu'ils répondent à une connaissance suffisante, une compétence suffisante, une expérience suffisante pour que, reconnus par l'organisation dans laquelle ils évoluent, malgré tout, ils soient donc mis en opérationnel. Voilà. Alors maintenant, c'est sûr que quand on est, par exemple, un dernier exemple que je suis donné, on parle des gendarmes. Les gendarmes qui ont développé, donc, je le sais, en lien avec l'Université d'Alger, fut un temps en 2013 ou 2015, un master de criminologie. Bon. Il y a, semble-t-il, à vérifier, un institut de criminologie désormais maintenant, parfait. Je demande d'ailleurs maintenant à ce que, puisque c'est relayé dans Web TV de cette belle université, que s'ils écoutent ça, qu'on leur transmette et qu'ils m'appellent. Parce qu'il y a sans doute des choses à faire ensemble. Parfait, merveilleux. Mais n'oublions pas que ce sont d'abord des gendarmes. Et que même s'ils suivent une formation à côté, ils ne seront donc pas criminologues, au sens de profession criminologue. Ce seront des gendarmes spécialistes en criminologie. Donc rien n'interdit à ce que vous, dans ce que vous faites, vous puissiez accéder à une profession autre que celle de criminologue, avec ou sans baccalauréat, dès lors que vous pouvez peut-être passer aussi des équivalences de l'expérience professionnelle ou de diplôme en cours, ce genre de choses. Peu importe, vous allez aborder ensuite une profession tout autre, mais légale, codifiée, et qui, si elle est en lien notamment avec la prévention et la sécurité, vous pourrez suivre des formations complémentaires, supplémentaires en criminologie, dignes de ce nom, et sortir cette profession principale, expert en criminologie. Avocat, expert en criminologie, policier, expert en criminologie, universitaire, sociologue, expert en criminologie, psychologue, expert en criminologie, qu'est-ce qui l'en empêche? Merci, docteur. Donc, on vous remercie une deuxième fois pour toutes ces explications, donc, pour ce sujet très passionnant, donc certainement très utile également pour la société, pour l'investigation criminelle. Donc j'avoue, c'est méconnu et très peu appliqué. Donc, j'apporte une précision, c'est-à-dire nous, on cherche plus dans la scène de crime les éléments matériels. C'est-à-dire on a tendance à oublier, à négliger les éléments immatériels. C'est-à-dire on peut dire qu'on fait uniquement la criminalistique et pas de la criminologie proprement dite. C'est-à-dire c'est uniquement, on cherche à appliquer toutes les techniques pour faire éclater la vérité. Donc tout ce qui est technique, donc exploitation des indices et des preuves pour faire
éclater la sécurité, sans avoir recours à ce volet, c'est-à-dire un criminologue, pour nous montrer d'autres voies qu'on n'a pas vues ou qu'on n'a pas l'aptitude de voir, vu notre formation. Donc je pense que c'est une discipline qui nécessite toute notre attention et qui nécessite d'être développée en Algérie. Donc nous espérons vous revoir très bientôt avec d'autres sujets, avec une meilleure peut-être communication au préalable. Pour ma part, j'espère, comme j'ai discuté déjà la dernière fois avec monsieur le doyen, probablement je préparerai une conférence sur les expertises judiciaires, c'est-à-dire tout ce qu'on attend, tout ce qu'on peut faire d'un indice qu'on retrouve sur une scène de crime, toutes les expertises qu'on peut effectuer allant de l'expertise d'empreinte digitale à l'expertise génétique, balistique, ainsi de suite. Mais j'espère sincèrement vous associer à toutes ces conférences. Et merci une autre fois, merci pour l'assistance, merci aux doyens et merci aux vice-doyens de nous avoir permis d'être aujourd'hui parmi vous. Merci, à la prochaine, Inch'Allah. Merci. Merci bien.